L'erreur de débutant dans le mining, c'est de se dire je veux faire un APR en euros. En combien de temps je vais être ROI? En combien de temps je vais rentabiliser mes machines? C'est une erreur. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Le minage de Bitcoin, tu as deux stratégies possibles d'ailleurs. Tu as ceux qui vont vendre leur Bitcoin au fil de l'eau. Ça va être mon cas, parce qu'à un moment, quand tu as trop d'électricité à payer, tu peux plus payer 20 000, 10 000 ou 40 000 balles d'élec par mois pour payer ton électricité. Tu vas vendre une partie de tes bitcoins pour payer ton électricité. Et après, tu as l'autre stratégie, c'est de dire je paye en fiat, donc en monnaie fiduciaire, en euros ou en dollars ou en francs suisses, en AED, tous les mois, ton électricité. Tu me dis, ça sert à quoi? En fait, tu es en train de faire un DCA, un dollar cost averaging. C'est comme si tu achetais du bitcoin avec un prime qui vient du mining. Alors attends. Donc le DCA, c'est quand tu décides d'investir et que plutôt que de mettre toute une somme d'un coup, tu la lises sur plusieurs mois. Ouais. Mais là, je comprends pas en quoi c'est du DCA. En fin de compte, tu vas rentrer directement avec un prix des machines à l'instant T. Ouais, donc tu achètes la machine. Admettons, tu achètes 100 000 balles de machine. 100 000, allez, soyons fous. 100 000 balles de machine, ouais. 100 000 balles ça te fait quoi 10 mineurs ASIC, ça? En ce moment, ça t'en fait 29 sur ce compte. Ah oui, ok. Donc c'est 29 bécanes, 29 fois 150 € d'électricité par mois à peu près. Ok, donc ça va vite. Hein. Là, on est à plus de 4 000 € par mois de consommation. Voilà. Donc, tes machines, après ça dépend des scénarios, nous on fait des scénarios dans tous les sens selon la vision de chacun, mais grosso modo, produire un BTC te coûte la moitié. C'est-à-dire que produire un BTC aujourd'hui, tu es peut-être à 52 000, 53 000 $. Donc ça coûte 52 000 à 53 000 $ pour générer un bitcoin, et aujourd'hui il est à 100, 110 000, quelque chose comme ça. C'est ça. On fait la vidéo. Donc, après, c'est sur du long terme. Nos simulations, qui sont plutôt réalistes, avec une augmentation de la difficulté de minage, avec le halving, on expliquait avant, on sait que pour à peu près, si le scénario se passe, pour un BTC injecté, tu en sors à peu près 2 si tu as vendu ton élec. Mais il y a d'autres strates. La strate de DCA que j'expliquais, c'est de dire tu as acheté ces machines-là qui vont produire du Bitcoin, et ta part d'électricité, c'est là que tu fais un DCA, en fait. C'est-à-dire que tu payes ton électricité en fiat. Donc tu gardes 100% de ta production de Bitcoin par mois. Tu gardes 100% de ta prod. Et ça, c'est une stratégie ultra puissante. Après, tu peux rentrer dans les stratégies financières où tu peux faire du crédit lombard pour payer ton électricité. Alors, crédit lombard, c'est quand tu mets un de tes actifs en collatéral. Donc, tu pourrais prendre du Bitcoin ou de l'Ethereum et puis tu chopes un prêt. Exact. D'ailleurs, avec les cryptos, tu peux avoir des prêts sans permission. Tu demandes la permission à personne. Voilà. Sur Aave, c'est un protocole sur Ethereum. Vous mettez en collatéral de l'Ethereum, vous pouvez emprunter même du dollar avec les stablecoins. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un intermédiaire qui valide ça. 3 clics. C'est incroyable. 3 clics. Je te donne un exemple. 3 clics, Bitcoin est tombé à 75 000 il n'y a pas si longtemps, je crois, il y a 2 mois. Ou peut-être plus, je ne sais plus de notion du temps. Quand tu dois payer ton électricité à la fin du mois avec le BTC à 75 000, tu dis non, je n'ai pas envie de vendre mes bitcoins à 75 000 pour payer mon électricité. Oui, donc parce que tu paries sur le fait que ça va remonter. Donc en fait, tu fais un long bitcoin et tu donc t'empruntes, mais tu espères que ça va pas tomber plus. Exact. Ouais. Ok, ouais. Intéressant. Tu fais exactement. Après, attention, faites attention. Oui, ça faites très attention avec ça. Dangereux, ça peut vite te liquider parce que alors un prêt lombard, ça fonctionne. Par exemple, tu vas emprunter 100 000 $ sur Ethereum. Derrière, tu dois mettre au moins le double de la somme, c'est ce qui est recommandé. Donc 200 000 d'Ethereum, mais dans les faits, c'est plutôt vaut mieux pas monter au-dessus de 30%. Et pourtant, il y en a qui se mettent à 80%. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que Ethereum, Bitcoin, tout ça, c'est très fluctuant. Voilà, ça peut prendre plus 50% en un mois ou moins 50%. Et parfois, ça prend moins 50% en une journée. C'est rare, mais ça arrive. Et d'ailleurs, Ethereum est tombé très bas là récemment, puis il est remonté à des niveaux très hauts. Et le problème, c'est que, admettons, vous mettez 200 000 $ d'Ethereum, vous empruntez 100 000. Génial. Et si Ethereum se met à chuter, à faire moins 50%, ça va arriver à 100 000. Tant que vous êtes au-dessus, tant que l'Ethereum que vous avez mis en collatéral vaut plus que ce que vous avez emprunté, c'est OK. Mais dès que ça descend en dessous, en fait, boum, il y a un appel de marge. Et donc là, tout est fait exécuter automatiquement avec des smart contracts. Donc, tu perds pas tout sur Aave. Tu te fais bouffer une partie, mais ouais. Ok, voilà. Donc il y a une partie qui est vendue, et après si ça continue à chuter, là tu te fais tuer complètement. Et puis le problème, c'est que du coup vous vendez au pire moment, c'est-à-dire au moment où c'est en train de chuter, quoi. Alors que c'est au contraire le moment où il faut acheter. En fait, et si tu as suffisamment de buffers, genre si tu as. Moi je suis minimum à 3.
Voilà, et si tu veux vraiment être tranquille, tu fais x4 ou x5, Moi, tu fais 5 fois plus d'Ethereum que ce que tu empruntes, et là, il faut vraiment que ça chute de 80-90% pour que... donc, on est tranquille quand même. Hein. Puis normalement, tu as le temps de le voir venir, c'est pas en 24 heures que tu chutes de 90%. Non, tu as le temps de le voir venir, tu as le temps de rechercher la liquidité ailleurs. C'est sûr que si tu te fais liquider quand le marché perd 20%, t'es un idiot, t'as rien compris à la crypto, quoi. Mais voilà, donc c'est des instruments puissants quand tu sais les utiliser intelligemment et avec parcimonie et en étant prudent, sinon c'est le casino et tu peux vite te retrouver avec rien du tout. Nous, la logique, c'est vraiment une logique de chef d'entreprise, c'est pas de casino. C'est-à-dire que. De bon père de famille. Exactement. Tu te dis, OK, il y a 60 000 balles d'élec à payer sur ce mois-ci. Bon, ben, on va mettre 400 ou 500 en collate et tu vas emprunter ces 60. Mais par contre, il faut tout de suite mettre le plan de sortie. En fait, ce que les gens, ils oublient, c'est déjà de ne pas se mettre en danger, mais surtout d'avoir un plan de sortie. Si c'est pour rester 10 ans dans ton levier, ça sert à rien. Nous, on avait écrit dans le marbre, quand le BTC remonte à 100, on ressort. Ouais, ok. Vous vendez à ce moment-là. Et on l'a fait. Si vous avez vendu au moment de la génération, et ça vous évite de perdre de l'argent. Exactement. Parce que si ça vous coûte 50 à 55 000 pour générer un Bitcoin et que vous vendez à 57 000, c'est pas intéressant. Bah non, tu vas vendre 95% de ta production pour payer ton élec. Ouais, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Je te prends 2 clients chez nous, par exemple, même machine, même moment, même rentrée, Bitcoin à 20K, bah quand il était tombé à 20K, bah tu vends 80, il y en a un qui va vendre 90 ou 95% de sa production par mois. Donc admettons qu'une machine elle faisait $200 bruts, mais que tu avais $180 d'élec. Bah il y en a un qui a vendu ses BTC, on va dire au bout de 10 mois, il a fait $20 x 10, donc il a 200 balles. Si Bitcoin fait x 10, bah, il a 2000 balles. Tu prends le gars qui a payé en fiat les 190 balles par mois et qui a du coup conservé $200 de Bitcoin par mois. Au bout de 10 mois, il arrive à 2000, ça fait x 10, il a 20 000. Même machine, pas la même machine, même entrée, pas la même stratégie. Il y en a un qui a fait x 10, l'autre pas. Mais la stratégie, c'est aussi vrai si ça descend. De toute façon, le mining de Bitcoin, t'en fais pas si tu penses que le coin il va descendre sur 5 ans. Tu sais que tu as une obsolescence à peu près de 4-5 ans sur les machines. L'erreur de débutant dans le mining, c'est de se dire je vais faire un APR en euros. En combien de temps je vais être ROI? En combien de temps je vais rentabiliser mes machines? C'est une erreur. C'est une erreur, tu peux pas savoir. Le mec qui dit en 18 mois tu as rentabilisé tes machines, c'est soit un menteur, soit un incompétent, soit un mix des deux. Le vrai calcul à faire, c'est est-ce que j'achète un Bitcoin ou est-ce que je mine pour un Bitcoin? Est-ce que je vais avoir plus qu'un Bitcoin? Est-ce que le risque industriel, combien il va me rapporter selon mon scénario, il va me rapporter. Pour moi, c'est ultra rentable de miner. Sinon, personne ne le ferait. BlackRock ne le ferait pas, personne ne le ferait. C'est beaucoup plus rentable de miner sur le long terme si dans son scénario, le Bitcoin monte. Si dans ton scénario, le Bitcoin descend... Oui. De toute façon, tu ne vas pas miner du Bitcoin si tu ne crois pas dans l'avenir du Bitcoin, c'est sûr. Après, il y a un intérêt fiscal aussi, mais ça, c'est encore un autre débat. Il y a aussi un intérêt, effectivement, sur des Bitcoins vierges. Mais ça, c'est un peu un problème de design du Bitcoin, c'est que ce n'est pas complètement fongible. Ce qui n'est pas quand même du tout la vision de Satoshi à la base. Donc pourquoi c'est pas fongible? Fongible, ça veut dire que chaque unité d'une monnaie est censée valoir la même qu'une autre unité de monnaie. Si je prends une pièce d'1 euro, bah, ça vaut la même somme, la même valeur que n'importe quelle pièce de 1 euro. Sauf que dans le Bitcoin, c'est pas entièrement vrai. C'est pas vrai. Parce que le problème, c'est que comme il y a une traçabilité excellente sur la blockchain, s'il y a des Bitcoins qui sont passés par des services du dark web qui sont illégaux, des mixeurs, des mixeurs, des trucs comme ça, si vous essayez de les... Alors, si vous l'utilisez on-chain pour acheter des trucs directement, ça pose pas de problème. Par contre, si vous essayez de les revendre dans des échanges centralisés, c'est là où ça va coincer parce que eux, ils ont des systèmes d'analyse qui passent par Chainalysis et tout ça, et ils peuvent voir qu'à un moment, alors ils vont pas trop normalement regarder en arrière, en théorie ils regardent 3, mais bon, c'est plus ou moins vrai. Et dans les faits, si c'est passé un moment dans la chaîne par un truc pas bien, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas. C'est comme si tu mélanges une goutte de pétrole dans un vase d'eau. Ouais. Du moment que tu as eu une merde dans ton wallet, t'as beau le changer 3 fois, 4 fois de wallet, ça va bien rester noir pendant longtemps en fait. Voilà, donc ça va vraiment contre la philosophie première de Satoshi, mais bon, c'est la réalité aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'il y a des intérêts à avoir des bitcoins vierges parce que là, il n'y a aucun historique, ça a directement été généré dans le bloc. Ouais. Et ça, c'est facilement, tu peux le voir sur la blockchain, donc tu sais à 100 000% qu'il y a zéro utilisation illégale. Après, moi, personnellement, ce que je me dis sur ce point, c'est que moi, j'ai déjà acheté des visites guidées, des restaurants, des bières, des cafés avec du Bitcoin.
Donc ces bitcoins-là, tu peux juste les garder pour tes dépenses. Ouais, après ça dépend combien t'en as. Oui, bien sûr. Alors, voilà. Effectivement, si tu as des millions en bitcoin là-dessus. Mais tu peux pas les dépenser. Mais tu vois, c'est comme quand j'étais à Prospera, je discutais avec le gars qui a créé le Bitcoin Café. Roatan. Je sais plus quel est son prénom. Mais lui, il me disait, lui, il revend rien. Il garde tous ses bitcoins et il me dit, je vais les dépenser. Et j'attends l'hyper bitcoinisation pour que je puisse acheter n'importe quoi avec. Et tu peux déjà acheter vraiment beaucoup de trucs avec les bitcoins. Hein. Puis tu as des services aussi d'échange sans KYC dans beaucoup de pays. À Dubaï, il y en a plein. À Bangkok aussi, où je vais lundi, là. Tu sais que tu peux échanger aussi. Donc, dans les faits, il y a toujours moyen de moyenner avec les bitcoins. Mais c'est vrai que beaucoup de gens passent par les échanges centralisés un peu par flemme, un peu parce qu'ils ne savent pas trop comment ça marche le reste.